Donc tout à l'heure, on avait commencé à lire un extrait du chapitre consacré à l'anthropocentrisme, à l'ethnocentrisme, pardon, dans Race et histoire de Claude Lévi-Strauss. La thèse que l'on a dégagée chez Lévi-Strauss, c'est que on plaquait l'humanité de manière générale, plaquait sur la question de la diversité culturelle le schéma de la différence spécifique entre l'être humain et l'animal. Autrement dit, au lieu de voir d'autres cultures, on voyait une sous-humanité qu'on ramenait in fine à l'animalité. Lévi-Strauss va plus loin puisqu'il affirme que dans certains témoignages qui datent donc de la conquête, de la colonisation de l'Amérique, donc du, en majeure partie du XVIe siècle, certaines tribus amérindiennes, chut, il y a trop de bruit, et pourquoi vous êtes tout au fond, tous? Comment ça, il y en a un de trop? Ah oui, là effectivement, il faut que j'en bouge un. C'est le dernier arrivé qui a tort. Antoine, venez là, là. Hugo devant. Oui. Alors, comme je le disais avant d'avoir été grossièrement interrompu par moi-même, euh, le euh, Lévi-Strauss va plus loin au sens où manifestement certaines tribus indiennes se sont sérieusement posé la question de savoir si les conquistadors espagnols, si les explorateurs portugais étaient véritablement pas seulement humains, mais réels, si ce n'était pas des fantômes. Ça explique, ça explique, si vous voulez, certaines expériences qui sont pas loin du sketch des Monty Python sur la sorcière, à savoir ces tribus, ces indigènes, avaient tendance à immerger vivants leurs prisonniers blancs pour voir si déjà pour voir s'ils mouraient, premièrement, et deuxièmement, pour voir si leurs cadavres étaient sujets à la putréfaction. C'est pas une démarche irrationnelle de leur part, c'est véritablement la conscience chez eux que l'étranger n'est pas un être humain. Oui. Oui, il les noyait, oui. Oui. Ne faites pas ça chez vous. Ok. Oui, oui, dans la mer, dans un puits, enfin bref, on se débrouille, hein, on fait avec les moyens du bord. Ce qui compte, c'est l'esprit d'équipe. Alors, quelle est la thèse de Lévi-Strauss? Et c'est là qu'on arrive au dernier paragraphe de ce texte, qui est d'ailleurs célèbre. Euh, la thèse de Lévi-Strauss, c'est que cette attitude qu'on trouve de manière quasiment systématique chez ceux qu'on appelle les sauvages, à savoir cette croyance que les frontières de l'humanité s'arrêtent au village, à la tribu, parfois même à la famille, eh bien au fond, on la retrouve aussi chez les mêmes explorateurs occidentaux qui envoient des commissions d'enquête, ça c'est le Vatican, et en particulier les jésuites qui vont se charger de l'affaire, des commissions d'enquête pour déterminer si les sauvages sont doués d'âme. S'ils sont doués d'âme, c'est très bien, on va pouvoir les convertir au catholicisme. S'ils ne sont pas doués d'âme, ça va poser un certain nombre de problèmes. Oui, on peut pas. On peut pas. Hein. Comment est-ce qu'on vérifie que quelqu'un a une âme? On regarde au fond de ses yeux,
On lui demande de chanter la Marseillaise, j'en sais rien. Enfin, vraiment, c'est une question qui est. C'est une expérience qui est tout aussi absurde que d'immerger des prisonniers blancs voilà, dans la flotte pendant 3 heures pour voir si leur cadavre finit par pourrir au bout d'un moment ou pas. Pardon? Oui, mais c'est beaucoup moins ambitieux que le projet de se demander si les gens ont une âme ou pas. Hein, voilà. Je sais pas, hein, on regarde Cyril Hanouna, on se demande. Non, la question pour les sauvages. Chut, Antoine. Oh, quelle victime. Je suis désolé de vous persécuter comme ça. Hein. Vous allez vous en remettre, ça va être dur. 15 ans de psychanalyse. Euh, alors, la question pour les sauvages, c'est même plus fondamental. À la limite, c'est plus marrant en fait que du point de vue des catholiques portugais. C'est vraiment, est-ce qu'ils existent ou pas? Sont-ils des fantômes? Sont-ils des fantômes ou ont-ils véritablement un corps? S'ils ont un corps, leur corps pourrit. Voilà. Ou alors, soit c'est des fantômes, soit c'est des dieux, on ne sait pas trop. Donc dans le doute, on va les noyer et puis on va voir ce qui va rester de leur cadavre. Oui. Ils ont une âme puisqu'ils croient en Dieu. Non mais vraiment, hein, enfin, je vous recommande vraiment il y a un bon film, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il y a un documentaire très exhaustif qu'on peut trouver facilement. C'est la controverse de Valladolid, où le clergé, les hautes autorités du clergé catholique se réunissent pour déterminer, au fond, si les Indiens, euh, enfin les Indiens, les peuples natifs d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, euh, ont une âme. Et c'est un enjeu fondamental parce que s'ils n'ont pas d'âme, il n'y a pas de conversion possible et l'Église n'a pas grand-chose à faire dans le Nouveau Monde. Donc c'est un enjeu central en fait de la conquête hispanique de l'Amérique du Sud. Et ensuite, évidemment, ça va jouer un rôle dans les controverses sur le caractère juste ou injuste de l'esclavage, forcément. Parce que si ces gens-là ont une âme, si on peut les baptiser, on ne peut pas en faire n'importe quoi non plus. Oui. Il n'y avait pas le concept d'expérience test et témoin, justement, pour pouvoir trouver un truc, il faut déjà avoir une base en fait. Parce que du coup, là, enfin, ça peut rien de ce qu'il faut. Soit il faut courir tous les cadavres du monde, non, mais... ou alors soit ils disent que tout le monde croit en Dieu, mais là, du coup, non, non, c'est pas les mêmes. Ceux qui noient leurs prisonniers, ce sont les indigènes, ok, des grandes Antilles. Ceux qui cherchent à déterminer si ceux qui sont en train de les noyer ont une âme, ce sont les catholiques portugais et espagnols. Si vous voulez. Je relis la phrase pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Ainsi se réalisent de curieuses situations, c'est le moins qu'on puisse dire, où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était ou non sujet à la putréfaction. Donc en gros, c'est le summum du dialogue interculturel, si vous voulez, pendant que euh, les sauvages pensent que les Européens sont hors de l'humanité, les Européens sont en train de se demander exactement la même chose. Exactement la même chose. L'attitude de l'un réfléchit, reflète l'attitude de l'autre. Ouais. Bah justement, on peut pas tuer un dieu, donc ils s'en remettront les dieux.
Oui, mais bon, c'était une vraie question, si vous voulez. C'était une vraie question. Enfin, ça se reconnaît à certains signes, effectivement, les yeux. L'immortalité en est un. Alors, je finis la lecture et il y aura beaucoup de choses à dire ensuite. Vous êtes distrait, je trouve. Trop distrait. Cette anecdote, à la fois baroque et tragique, illustre bien le paradoxe du relativisme culturel, que nous trouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaie de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est un texte qui est d'une densité, enfin, dans ces quelques lignes-là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce que le relativisme culturel? Premièrement, le relativisme culturel, c'est, comme tout relativisme, l'idée selon laquelle toutes les cultures se valent, mais aussi l'idée selon laquelle une culture étrangère nous est radicalement incompréhensible. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les cultures se valent. On pourrait dire que la formule du relativisme culturel, c'est à chacun sa culture. Alors, on pourrait se dire, on pourrait se dire que le relativisme culturel, c'est justement l'attitude idéale de l'anthropologue. L'anthropologue est celui qui, d'un point de vue scientifique, j'insiste là-dessus, nous dit que toutes les cultures se valent. Autrement dit, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas lieu de discriminer entre la culture ou la civilisation française et les rituels sacrés des Indiens Guarani. Pour un anthropologue, la culture des Indiens Guarani a tout autant d'intérêt scientifique du point de vue de la connaissance du phénomène culturel que la culture française du grand siècle, que voilà, le jansénisme et les pièces de théâtre de Pierre Corneille. Ça a strictement le même intérêt. Mais le problème du relativisme culturel,
c'est qu'il consiste aussi, justement, à ne pas voir comment dire, le caractère universel de certains comportements humains. Autrement dit, la conséquence immédiate de toutes les cultures se valent, c'est finalement à chacun sa culture, chacun étant enfermé dans sa culture. Et en ce sens, le relativisme se transforme en ethnocentrisme. Que signifie le terme d'ethnocentrisme, qui fait donc l'objet du chapitre que nous lisons? L'ethnocentrisme, c'est le fait de prendre pour centre de l'univers, pour centre de l'humanité en l'occurrence, sa propre culture. D'où la phrase de Lévi-Strauss: le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Que signifie cette phrase? Cette phrase signifie que, en fait, cette phrase porte sur l'attitude des Occidentaux à l'égard de ce qu'on appelle les sociétés primitives ou traditionnelles. L'occidental a tendance à voir les autres peuples comme des barbares. Or, ce que l'occidental semble ignorer, c'est que le soi-disant barbare, le soi-disant sauvage, fait exactement la même chose à son égard, et en fait à l'égard de toutes les autres cultures. Donc, en rejetant certaines parties de l'humanité hors de l'humanité, en réalité, on s'identifie à ceux qu'on prend pour des barbares, parce qu'on fait exactement la même chose qu'eux. Est-ce que c'est bien compris, ça? C'est bien compris. Okay. Donc en fait, vous avez des passages saisissants, je crois notamment dans les 12 travaux de... Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Astérix chez Cléopâtre. Là. C'est pas Mission Cléopâtre, ça c'est le film, mais dans l'album, vous avez une case où Obélix dit ils sont fous ces Égyptiens, et l'Égyptien qui répond exactement la même chose mais en égyptien, et les deux ne se comprennent pas. Bah, c'est exactement ce que dit Lévi-Strauss en fait. C'est que les Occidentaux s'aveuglent sur leur propre barbarie en dénonçant chez les autres la barbarie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous êtes attentif à la lettre du texte, il ne vous échappe pas que cette phrase comporte un problème logique, une faille logique évidente. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Quel est le problème de cette phrase sur un plan logique? Oui, c'est un paradoxe, mais quel est le paradoxe? Que fait Lévi-Strauss dans cette phrase? Oui, oui, sauf que qu'est-ce qu'il fait en même temps? Donc en fait, il dénonce la barbarie de ceux qui croient en la barbarie. Bah oui, on est bien d'accord, effectivement. Donc en fait,
le problème de la phrase, le problème de l'énoncé de Lévi-Strauss, c'est qu'il est pris dans une contradiction. On comprend bien le propos de Lévi-Strauss qui consiste à montrer en fait euh, le, le caractère symétrique en fait ce qu'on pourrait appeler le racisme des Occidentaux à l'égard des sauvages qui sont à leur tour racistes à l'égard de toutes les autres populations. Okay, mais on sent aussi qu'il y a plus que ça chez Lévi-Strauss. Pour Lévi-Strauss, il y a un scandale moral à voir dans les autres cultures de la barbarie. Et il appelle cela précisément la barbarie. La barbarie, ça consiste effectivement à voir dans les cultures étrangères une forme de barbarie. Qu'est-ce que cela suppose? Que lui aussi croit d'une certaine manière en la barbarie. À partir du moment où je prononce la phrase « le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie », je dénonce une certaine forme de barbarie. Et donc, en un sens, moi aussi, je crois à la barbarie. Bah, c'est même pas ça, c'est que même en étant... Ça, si vous voulez, ça serait la posture humaniste de Montaigne. Montaigne disait, je crois que la phrase exacte c'est on appelle barbarie ce qui n'est pas de notre coutume. Il me semble que c'est la phrase exacte. C'est exactement ce que dit Lévi-Strauss, et de ce point de vue-là, ce texte n'a pas innové par rapport à la thèse relativiste de Montaigne. Mais en fait, on fait un pas de plus quand on dit bah, le barbare, c'est celui qui ne comprend pas ça. Okay. Donc quel est le point de vue que développe ici Lévi-Strauss? C'est un point de vue critique. C'est un point de vue critique à l'égard d'une certaine posture de l'Occident. Et en fait, on va comprendre les implications politiques de la posture de Lévi-Strauss. Quel est le danger qui menace la diversité des cultures pour Lévi-Strauss à partir très clairement du XXe siècle? Et en fait, on pourrait se dire que ce danger a pesé sur ces cultures depuis le XIXe siècle, très clairement depuis la colonisation de l'Afrique, de l'Asie, et avant cela même de l'Amérique du Sud. Okay. Le danger qui pèse sur les cultures dites primitives ou traditionnelles, sur les sociétés fondées sur la tradition, c'est que leur confrontation avec les sociétés occidentales risque de les détruire, risque d'anéantir complètement ces cultures traditionnelles qui sont fermées sur elles-mêmes, qui n'ont pas le même rapport à l'histoire, au progrès historique, ce que nous appelons progrès, que nous, et qui technologiquement vont se retrouver à la merci des sociétés occidentales. Soit en raison de génocides, de massacres de masse perpétrés par les colons, soit en raison, vous le savez tous, du choc viral que ces populations vont subir quand les colons européens qui ont développé des anticorps très puissants, parce qu'il y a eu des siècles et des siècles de promiscuité en Europe, vont apporter avec eux en Amérique du Sud. La plupart, l'immense partie des populations autochtones d'Amérique du Sud vont disparaître sous l'effet de maladies importées par les Occidentaux. Pas à dessein, mais parfois à dessein. On peut penser au typhus
qui a permis aux Américains de régler la question des Cheyennes. Oui. Porteur sain. Enfin, vraiment, il y a des maladies auxquelles, ça, je vous l'apprends pas normalement, il y a des maladies qui peuvent, il y a des virus qui peuvent vivre en fait dans l'organisme humain sans déclencher de symptômes. C'est 2-3 mois la traversée, même c'est 2 mois la traversée, une fois que les routes commerciales sont établies. Donc ça va, hein, ça va. Et ensuite, effectivement, face à certaines, enfin, ces maladies-là sont particulièrement virulentes, si je puis dire. Donc ça va se répandre comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique du Sud. Euh, donc, le danger qui guette, dit Lévi-Strauss, les sociétés traditionnelles, c'est leur confrontation avec l'Occident. Et évidemment, évidemment, à partir des années 50-60, avec le développement des moyens de transport aérien et maritime, bah, cette question, elle s'accentue avec le problème de la mondialisation, okay, et de la croissance démographique galopante et délirante à l'échelle planétaire. Donc, le petit Indien qui pouvait à peu près vivre peinard au XVIIIe siècle au fin fond de la forêt amazonienne, il va se retrouver assez rapidement face à des publicités pour Coca-Cola. Et son modèle culturel ne pourra pas y résister, d'après Lévi-Strauss. Donc, que va prôner Lévi-Strauss? Quelle est la position que Lévi-Strauss va prôner par antiracisme d'une certaine manière, pour préserver ces cultures-là? Il va prôner une forme d'ethnocentrisme. Il va prôner une forme de séparation des sociétés traditionnelles, euh, mises à l'écart du coup de l'Occident. À quoi ça va ressembler très concrètement? Lévi-Strauss va plaider pour des formes de réserve, alors avec un périmètre très étendu, une forme de réserve pour ces sociétés, afin de les préserver du monde moderne, du monde contemporain. C'est une sorte d'apartheid à l'envers. L'apartheid, vous le savez sans doute, c'est un modèle de séparation raciale qui a été implanté en Afrique du Sud et qui consistait très concrètement à faire en sorte que les Noirs ne puissent pas entrer dans les villes blanches. C'est d'où les townships, les bidonvilles aux marges de Johannesburg et c'est Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, il me semble, la capitale politique, qu'on voit encore aujourd'hui. Okay, pour Lévi-Strauss, il faudrait faire le contraire, d'une certaine manière, avec les populations d'Amérique du Sud, qui ont encore été préservées de l'expansion du modèle occidental de vie. Il faudrait faire en sorte que les Blancs ne puissent pas aller dans certains coins de la forêt amazonienne. Ça pose quand même un problème politique et à mon avis moral. Pourquoi? Parce que ça consiste à assigner à une culture ces gens-là. Ça consiste à leur dire, toi tu sortiras pas de ta forêt, toi tu n'iras jamais à l'école, toi tu resteras figé dans le temps tel que tu es. Et je t'assigne cette identité dont tu ne pourras pas sortir. C'est un problème qui se pose, c'était une question qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque. À l'époque, c'était je me vieillis à dessein, mais c'était il y a 5 ou 6 ans.
C'était les questions qui avaient lieu au, qui avaient trait au commerce équitable. Euh, c'est quoi le principe du commerce équitable? Vous le savez sans doute. Ça consiste en quoi le commerce équitable? Oui, exactement. Ça consiste à acheter en fait des matières premières au-dessus du prix du marché, au-dessus du prix que fixe en fait le marché. Et concrètement, effectivement, ça consiste à faire mieux vivre les producteurs. Bon, vous avez tous vu les pubs Ben Jerry's. Le commerce équitable, c'est très bien. C'est très chouette. Merci Ben Jerry's. Sauf que la contrepartie du commerce équitable, c'est que les producteurs de matières premières adoptent des normes d'organisation du travail qui se rapprochent ultimement des normes occidentales. Prenons, c'était l'exemple sur lequel je m'étais le plus documenté, prenons l'exemple de la production du cacao au Mali. Euh, qui produit le cacao au Mali? Bah, tout le monde en fait, y compris les enfants. Donc vous allez manger une glace commerce équitable Ben Jerry si vous voulez, et vous apprenez que ce sont des enfants qui ont fabriqué, enfin qui ont produit la matière première, vous vous sentez pas hyper bien. Vous vous sentez pas hyper bien. Okay. Mais le problème, si vous voulez, c'est que, enfin, faut prendre conscience aussi du fait, et c'était tout le dilemme de Lévi-Strauss, à mon avis, c'est vraiment une question qui se pose, c'est que si vous dites à partir de maintenant, les gars, vous arrêtez de faire travailler vos enfants, les femmes et les hommes vont toucher un salaire, la propriété va se transmettre de manière égalitaire entre tous les enfants et pas selon le droit d'aînesse ou pas selon d'autres principes dynastiques tels qu'ils peuvent exister en Afrique, bah, vous détruisez leur mode de vie. Vous leur imposez un mode de vie occidental, un mode de production occidental. Et ça, ce sont des enjeux qui sont assez intéressants. Soit vous assignez toute une population à une identité culturelle et vous transformez ça en folklore, au fond. C'est un petit peu le risque qu'encourt Lévi-Strauss. Soit vous dites, bah non, en fait, tout le monde a le droit de sortir de sa culture. Oui, sauf que soyons francs, euh, les cultures qui vont disparaître, ce sont les cultures des sociétés traditionnelles. Il y a très peu d'Occidentaux qui vont décider d'aller vivre comme vivent les producteurs de cacao au Mali. Voilà. Je ferme ces remarques, cette suite de remarques. Alors, on attaque directement maintenant sur ce problème que pose Lévi-Strauss. Grand B, puis-je comprendre une culture qui m'est étrangère? Et on va lire un texte d'un philosophe très fécond qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui est en fait un commentaire de texte sur un autre texte, Le Rameau d'or de Fraser, ou Fraser. Wittgenstein, comme son nom l'indique, je crois oui, il est autrichien. La date est importante, la date de publication du texte ou d'écriture du texte est importante, 1912-1951. Le Rameau d'or de Fraser, c'est un énorme bouquin. Je crois que on ne peut pas trouver dans le commerce ce livre tellement il est gros. Les œuvres abrégées de Fraser, je les ai, enfin du Rameau d'or, ça fait 3 tomes et ça fait plus de 1000 pages. Donc moi je me suis offert le premier tome, ça m'a suffi. Hein.
Euh, et encore, c'est pas complet. C'est pas complet. Le Rameau d'or de Fraser, c'est un ouvrage qui va consister, à explorer euh, les coutumes et les récits fondateurs des sociétés européennes de, de l'Antiquité, ou plutôt de l'époque archaïque. Donc, avant 5000 ans ou 6000 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc, avant l'invention de l'écriture. Ça veut dire ça aussi. Donc, c'est une entreprise extraordinairement ambitieuse. Et Fraser va s'intéresser en particulier à la question de la magie et à la question des rituels sacrés. Et ça va beaucoup intéresser Wittgenstein, au sens où Fraser ne comprend absolument rien au sacré tel qu'il peut exister, non seulement dans des cultures très éloignées des nôtres, mais également le sacré tel qu'il existe dans nos sociétés également. La manière dont Fraser expose, donc tout le monde lit le texte avec moi, la manière dont Fraser expose les conceptions magiques et religieuses des hommes n'est pas satisfaisante. Elle fait apparaître ces conceptions comme des erreurs. L'idée déjà de vouloir expliquer l'usage. Par exemple, le meurtre du roi prêtre me semble un échec. Tout ce que Fraser fait consiste à le rendre vraisemblable pour des hommes qui pensent de façon semblable à lui. Il est très remarquable que tous ces usages soient au bout du compte présentés pour ainsi dire comme des stupidités. Mais jamais il ne devient vraisemblable que les hommes fassent tout cela par pure stupidité. Lorsque par exemple il nous explique que le roi doit être tué dans la fleur de l'âge parce qu'autrement, d'après la conception des sauvages, son âme ne se maintiendrait pas en état de fraîcheur, on ne peut pourtant que dire, là où cet usage et ces conceptions vont ensemble, l'usage ne provient pas de la façon de voir, mais ils se trouvent justement tous les deux là. Il peut bien arriver, et il advient fréquemment aujourd'hui, qu'un homme abandonne un usage après avoir reconnu une erreur sur laquelle cet usage s'appuyait. Mais ce cas n'existe précisément que là où il suffit d'attirer l'attention de l'homme sur son erreur, pour le détourner de sa pratique. Or, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des usages religieux d'un peuple, et c'est pour cette raison qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Fraser dit qu'il est très difficile de découvrir l'erreur dans la magie, et c'est pour cela qu'elle se maintient si longtemps, parce que par exemple, un sortilège destiné à faire venir la pluie, c'est la BD Le Devin dans les aventures d'Astérix, un sortilège destiné à faire venir la pluie se révèle certainement tôt ou tard efficace. Mais alors il est étonnant précisément que les hommes ne s'avisent pas plutôt que même sans cela, tôt ou tard, il pleut. Je crois que l'entreprise même d'une explication est déjà un échec, parce qu'on doit seulement rassembler correctement ce qu'on sait et ne rien ajouter, et la satisfaction qu'on s'efforce d'obtenir par l'explication se donne d'elle-même. Et ici, ce n'est absolument pas l'explication qui satisfait. Lorsque Fraser commence en nous racontant l'histoire du roi de la forêt de Némi, il le fait avec un ton qui indique que se passe ici quelque chose de remarquable et d'effrayant. Mais à la question « Pourquoi cela a-t-il lieu ?», on a véritablement répondu lorsqu'on dit « Parce que c'est effrayant ». C'est-à-dire cela même qui nous apparaît dans cet acte effrayant, grandiose, sinistre, tragique, rien moins que trivial et insignifiant, c'est cela qui a donné naissance à cet acte. On ne peut ici que décrire et dire ainsi est la vie humaine. L'explication, comparée à l'impression que fait sur nous ce qui est décrit, est trop incertaine. Alors que nous dit Wittgenstein ici ? Wittgenstein donc va s'interroger sur la manière dont on doit appréhender
certaines pratiques qui nous semblent très éloignées des nôtres, et en particulier les rituels magiques de sociétés qui ont disparu ou de sociétés qui sont culturellement très éloignées de nous. Il va parler du sacrifice humain, donc magie du sang. Le sacrifice, en l'occurrence, du roi, le roi prêtre, de la tribu du lac de Némi, N-E accent aigu M-I, le lac de Némi étant un lac du nord de l'Italie où vivaient des tribus gauloises il y a des milliers d'années. Cette tribu sacrifiait son roi dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire au summum de sa force, sortir de l'adolescence, et Fraser se demandait pourquoi cela avait lieu. Et Fraser cherchait à expliquer ce rituel magique. Qu'est-ce que c'est qu'expliquer ? Expliquer, c'est donner la cause d'un phénomène. C'est vrai en histoire, c'est vrai en physique. L'explication, c'est le fait d'élucider un phénomène en remontant à sa cause. Et pour Fraser, la cause de la magie, et en particulier la cause du sacrifice humain, c'est une conception totalement erronée de la réalité. Ces sauvages ont l'air de croire que, en sacrifiant leur roi, ils apaisent la colère des dieux, ils vont se donner une force surhumaine, etc., etc. Je ne sais quelle sottise. Oui. Bah, une vingtaine d'années, quick. Non, on choisissait parmi les meilleurs guerriers un nouveau roi. C'était un immense honneur. Oui, c'était un immense honneur. C'était le plus grand honneur auquel on puisse prétendre. Oui. Bah, effectivement, on pourrait essayer on pourrait se dire que cette tribu, comme disait OSS 117, n'est pas promise à un grand avenir, parce qu'à force de sacrifier ses meilleurs guerriers, au bout d'un moment, il reste plus grand monde, hein. Mais essayons de raisonner comme Fraser, et en fait, c'est même pas ce que fait Wittgenstein. Essayons de raisonner comme Fraser et essayons de comprendre, enfin d'expliquer pourquoi euh, une tribu qui sacrifie publiquement son meilleur guerrier à intervalles réguliers, c'est une tribu qui fout les jetons en fait. Qu'est-ce que ça peut signifier le fait de sacrifier son meilleur guerrier à intervalles réguliers? Qu'on en a d'autres, exactement. C'est une sorte de... en fait, c'est un principe qui structure beaucoup de sociétés traditionnelles ou primitives. C'est ce que, je crois que c'est Marcel Mauss d'ailleurs, qui parle du potlatch. Le potlatch, P-O-T-L-A-T-C-H, c'est une technique qui consiste à écraser son adversaire en le couvrant de cadeaux, en lui donnant des trucs, si vous voulez. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en étalant sa richesse et sa puissance de cette manière-là, en dépensant sans compter, en fait, on fait des économies d'échelle parce que
les tribus adverses, les tribus ennemies, vont se dire, oulala, là là, s'il est capable de sacrifier autant de veaux, d'oiseaux, d'hommes comme ça, c'est que ils en ont encore sous le pied. Donc en fait, on peut donner une explication rationnelle à ce phénomène du potlatch ou du sacrifice humain, mais c'est pas ce que fait Wittgenstein. Ouais. On n'est pas forcément obligé de se dire que c'est pas parce qu'ils sacrifient leur mère guerrier qu'ils en ont plein, c'est juste que c'est leur tradition et du coup, bah, ils en auront plus au bout d'un moment. Alors bon, est-ce qu'ils n'en auront plus au bout d'un moment? Je ne sais pas, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que du point de vue de Fraser, on pouvait donner cette explication-là, même si Fraser ne la donne pas. L'explication que Fraser va donner, c'est qu'ils sont complètement débiles. Ils font ça parce qu'ils croient que le sang du roi a une vertu magique qu'il n'a pas. Et au fond, si on avait été là pour les civiliser un petit peu, ces sauvages, si on pouvait remonter dans le temps pour leur expliquer les erreurs de leur méthode, ils comprendraient, ils arrêteraient de sacrifier les gens. Voilà. Ouais. Bon. Oui, oui, bah, pourquoi pas, hein. Oui. Oui, ça mange pas de pain. Je trouve que c'est beaucoup plus classe de sacrifier son roi à intervalles réguliers, hein. Franchement, si les Césars étaient comme ça, je regarderais. Le problème, si vous voulez, c'est que, effectivement, déjà, l'idée que ça soit un honneur de se faire trouer la peau pour son pays nous est de plus en plus lointaine. Euh, mais alors, l'idée qu'on est programmé pour se faire égorger si on est le meilleur guerrier de la tribu, bah, ça donne pas envie d'être fort en sport, quoi. Très clairement. Sauf que enfin, il y a des sociétés qui n'ont absolument pas le même rapport, si vous voulez. Si le djihadisme moderne nous apprend bien quelque chose, c'est qu'il y a certaines mentalités qui n'appréhendent pas du tout de la même manière la mort que nous. Pour nous, la vie est tellement précieuse, si vous voulez, que ça fait 8 mois qu'on porte des masques. Il y en a pour qui la mort est une forme d'exaltation, d'honneur, de quelque chose qui va transcender notre simple existence de mortel. Et manifestement, c'est le cas de cette tribu du lac de Nemi. Okay. Très clairement, enfin, les Vikings, les sociétés norvégiennes du 8e, 9e siècle de notre ère, bah, l'idéal de vie, c'est un idéal de mort, en fait. C'est pouvoir mourir les armes à la main pour pouvoir accéder au Valhalla. C'était pareil pour beaucoup de sociétés fondées sur un certain rapport à la mort et sur la guerre. Oui. Oui, mais une belle mort. Pas mourir comme comme un pégu d'une flèche dans l'œil, si vous voulez. C'est vraiment l'idéal, c'est de mourir courageusement au combat. Et à vrai dire, bon, là aussi, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à comprendre. La Première Guerre mondiale, c'est parfois, je sais pas moi, 50 000 morts par jour. Nous, on est au Mali depuis je sais pas combien de temps, on a 50 morts. Et l'opinion publique est traumatisée par ça. Alors que ce sont des soldats professionnels et pas le voisin c'est pas le voisin en bas de chez nous, si vous voulez. Ce qui était le cas quand il y avait des mobilisations générales. Mais en fait, notre rapport à la mort a complètement changé. Après la Première Guerre mondiale, c'est certain, et encore plus après la Seconde. C'est sûr, c'est sûr. Que nous dit Wittgenstein? Wittgenstein nous dit c'est complètement idiot de penser que ces gens-là font ça par idiotie. Il est stupide de considérer que
ces cultures, éloignées temporellement ou géographiquement, agissent par stupidité. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi ont-ils recours au sacrifice humain? Pourquoi ont-ils recours au sortilège de la pluie? Etc. etc. Wittgenstein répond, on le comprend simplement en décrivant ce qu'ils font. On accède à la compréhension de l'événement en décrivant ce qu'ils font, et ce faisant, en percevant l'effet psychologique qu'un tel rituel peut avoir. Pourquoi sacrifie-t-il le roi? Wittgenstein répond, parce que c'est horrible, parce que c'est effrayant, parce que c'est terrifiant. L'homme a besoin de se terrifier. L'homme a besoin de la terreur. C'est un sentiment qui est extrêmement puissant. C'est précisément une manière de surmonter cette peur que de la donner en spectacle. On refuse d'aller se faire crever sur un champ de bataille aujourd'hui, mais on va quand même voir des films d'horreur. Pourquoi est-ce qu'on va voir des films d'horreur? Pour se faire peur. L'être humain a besoin d'une certaine manière de se confronter à la peur. L'être humain a besoin de se confronter à la mort. Et en réalité, c'est ça qui est aussi fascinant. C'est que plus on avance vers la modernité, et plus la mort réelle va être mise au second plan par rapport au spectacle, à la représentation fictionnelle de la mort. C'est intéressant, on peut prendre l'exemple des tragédies classiques, à l'âge classique. C'est une époque où, si vous voulez, il n'est pas rare de voir un cadavre dans la rue en sortant de chez soi. Sauf que sur scène, on ne montre pas la mort. La tragédie se finit toujours dans la mort, mais la mort n'est jamais montrée sur scène. Aujourd'hui, on n'a aucun problème à montrer la mort sur écran, en long, en large et en travers, mais on ne peut plus supporter on peut plus supporter la vieillesse, on met nos vieux dans des EHPAD, on ne peut plus supporter la mort. Il est rare pour quelqu'un de jeune d'avoir vu des cadavres. C'est comme ça, d'une certaine manière. Okay, c'est ce paradoxe-là qu'on peut pointer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon. On poursuivra là-dessus la prochaine fois. Je mettrai en ligne cette vidéo ce week-end. Je vais également mettre en ligne le PDF sur Pronote au cas où Antoine aurait eu du mal à vous joindre sur Snapchat. On ne sait jamais.